Bienvenue au webinaire Smart, qui cette fois-ci concerne l'usinage et le contrôle de manière interactive, autonome et responsable. Donc la machine HXGN Machine Trainer. Et donc les animateurs aujourd'hui sont Gilles Battier d'Hexagone et Mathieu Museau de Université Grenoble-Alpes. Donc on va les laisser nous exposer leurs documents qui vont ouvrir, nous l'incitons en tout cas, à une discussion à l'issue de cette présentation. Donc je vous invite à, à fermer les micros. Il y a un tableau blanc qui est disponible, donc je vais vous remettre le lien parce que je l'avais déjà mis pour ceux qui étaient connectés à l'avance dans le chat et ça va vous permettre de laisser vos coordonnées et aussi de laisser des questions ou des remarques que je me ferai le porte-parole lors de l'échange à la fin des présentations. Voilà, Gilles, je te laisse la parole. D'accord, merci Jean-Dominique. Mathieu me suivra suite à ma présentation pour vous faire un retour d'expérience de l'Université de Grenoble, effectivement. Donc, je vais passer très très rapidement sur le groupe Hexagone parce que c'est pas l'objet principal. Ensuite, je vous expliquerai le contexte industriel qui nous a fait réfléchir à concevoir et à développer cette machine trainer. C'est juste avant le Covid. Sur la base du contexte industriel, des besoins et difficultés des centres de formation, que ce soit les écoles, que ce soit des centres de formation professionnelle privés ou universitaires comme les vôtres, et détailler un peu plus en détail, plus précisément, la machine. Donc, j'ai eu l'honneur de lancer cette machine en avant-première mondiale il y a 18 mois maintenant, avec cette offre de formation innovante. Le groupe Hexagone, en deux mots, c'est un groupe qui s'est constitué dans les années 2000 par l'acquisition successive d'acteurs dans le domaine de la métrologie pour devenir aujourd'hui le leader mondial de la métrologie avec tout type de capteurs, mesureurs et autres, dont l'ADN est je pars d'un monde réel et j'en fais un monde numérique pour pouvoir constater des écarts, valider des dimensions, etc. De 2010 à 2020, le groupe Hexagone a décidé de continuer à investir, mais plus dans le domaine du logiciel, avec des simulateurs, avec des logiciels de simulation comme Nastran, des systèmes de programmation assistée par ordinateur comme Esprit, Edgecam et autres, et des produits de simulation d'usinage comme NC Simul, dont j'étais le responsable. L'idée d'Hexagone, c'est d'assembler ces données venues du monde réel avec des capacités numériques pour pouvoir simuler, calculer, afin d'optimiser et à terme rendre plus autonomes les systèmes de fabrication. Voilà. J'en dirai pas plus. Un groupe qui fait 4 milliards de chiffre d'affaires, qui est dans une centaine de pays dans le monde, les pays industrialisés forcément. Voilà. Et je vais vous parler maintenant du contexte industriel qui nous a fait penser à concevoir cette solution innovante de formation. Donc le constat, c'est effectivement que dans le monde industriel, qui est équipé de machines à commande numérique, donc là vous voyez des machines d'usinage, mais ça comprend aussi des machines de contrôle, eh bien vous avez des moyens pour lesquels il va falloir, fort heureusement en France, réindustrialiser le tissu industriel français, donc ça c'est une volonté politique, donc ça on l'avait bien perçu déjà avant le Covid. Un besoin important de formation sur ces machines complexes, puisque on sait très bien qu'il y a un départ de seniors et d'experts qui est programmé aujourd'hui. Il y a une pénurie d'opérateurs d'usinage et de contrôle. Il y a des risques industriels accrus lorsqu'on introduit un jeune opérateur ou un jeune pilote, eh bien, qui n'a pas l'expérience de ses anciens. Eh bien, il va également un peu, il va falloir
des risques aux moyens industriels, avec des accidents, des casses de ces moyens complexes et onéreux, des blocages de production, augmentation des coûts en conséquence, et également un besoin de certification des compétences, puisqu'on se rend compte que manipuler ces machines, être formé sur ces machines, ça nécessite beaucoup d'heures d'usage, et que les industriels parfois ont du mal à évaluer la compétence d'une nouvelle recrue, jeune ou moins jeune, avant de le mettre sur machine. Enfin, il y a un problème d'attractivité, tout le monde le sait, vous êtes bien placé pour le savoir aussi, qui formait à des futures personnes pour l'industrie, que l'industrie n'attirait pas beaucoup les jeunes. Et donc, on s'est posé la question comment également montrer une industrie plus moderne, plus numérique, afin d'attirer ces nouveaux candidats. Voilà pour ce qui est du contexte industriel. Maintenant, concernant les centres de formation dont vous faites partie, quelles sont les difficultés? Pour couvrir ce besoin industriel, vous avez besoin d'un parc de machines similaires aux moyens qui vont être utilisés par les futurs employeurs. En fait, lorsqu'on regarde les parcs des centres de formation, privés ou publics d'ailleurs, on se rend compte que on a un parc de machines assez réduit et souvent dépassé. La raison, elle est assez simple, enfin elle est simple, c'est que les coûts d'investissement de ces moyens sont onéreux, puisque pour parler de l'usinage, un centre d'usinage, uniquement le contrôleur, c'est 30 000 euros. Un centre d'usinage 5 axes, c'est plutôt du 150 000 euros. Et là, je parle que de machines pour la formation. Je ne parle pas effectivement de machines de production, où là, travaillant par exemple pour Safran, on a des machines qui vont à 2, 3, 4 millions d'euros. À ces coûts d'investissement qui sont déjà importants, il faut, comme vous le savez, il y a des coûts de fonctionnement. Pour faire tourner une machine industrielle dans les écoles, eh bien, ça nécessite d'avoir de la matière première, ça nécessite d'avoir des outils coupants, ça nécessite de l'énergie pour faire tourner les machines, et ça nécessite une maintenance non négligeable pour que ces moyens de production et de pédagogique, donc dans votre cadre à vous, soient opérationnels. Diversité d'équipements, vous avez sur des machines comme en numérique différents types de contrôleurs, différents types de cinématiques, différents types d'accessoires, et ça fait une foultitude de configurations qu'il est impossible d'assumer lorsqu'on investit dans des moyens physiques. Autre retour d'expérience, c'est la peur de la mise en autonomie des apprentis, parce qu'il y a un risque d'accident humain sur les machines à commande numérique, risque de casser la machine, bien évidemment, et risque de casse d'outils. Donc, tant les enseignants que les apprenants nous ont fait part dans les échanges qu'on a pu avoir avec eux, c'est qu'il y a une peur d'aller sur ces moyens pédagogiques réels lorsqu'ils sont en cours d'apprentissage. Bien entendu, quand il y a eu une mauvaise manip, eh bien, le moyen pédagogique dont vous êtes équipé est en indisponibilité et illégalement lorsque vous avez des temps de maintenance ou de réglage. Enfin, pas d'outils interactifs d'apprentissage de la gestion des incidents. Aujourd'hui, on ne s'amuse pas à faire une collision sur une machine pour apprendre aux jeunes comment redémarrer une machine lorsqu'elle est cassée ou lorsqu'il y a eu un incident sur la machine. Et pour terminer, aujourd'hui, la formation sur ces moyens de production, elle est essentiellement basée sur de l'apprentissage, c'est-à-dire de la pratique sur la machine. Et c'est le seul moyen efficace pour assimiler les impératifs de production et de consignes de sécurité. Mais avec tout ce qu'on a dit avant, on sait que c'est pas simple. On peut pas mettre 12 jeunes sur 12 machines s'il n'y a qu'un seul enseignant. Il y a trop de risques. Et autre point qu'on a constaté, c'est que avec ces machines physiques, c'est pas simple d'illustrer des fonctionnalités et des continuités numériques pour expliquer aux jeunes c'est quoi l'avenir, c'est quoi les moyens de demain qu'ils vont être amenés à manipuler dans les industries. Donc, fort de ces constats, juste avant le Covid, dans les années 2019, on s'est dit, on a fait une similitude avec les simulateurs de vol. Aujourd'hui, personne ne peut imaginer qu'un pilote d'avion ferait 100% de sa formation sur un avion, enfin dans un avion avec un instructeur. Ils passent tous par des simulateurs de vol.
Donc ça ne remplace pas, hein, j'insiste beaucoup, la machine trainer ne remplace pas une vraie machine. Hein, c'est un complément pédagogique en amont de ces machines réelles, afin, à moindre coût et sans risque, d'assimiler un certain nombre d'éléments, de boutons, de procédures, et d'être plus confiant lorsqu'il va aller vraiment terminer sa formation avec des TP sur vraie machine. Le simulateur couvre aussi bien les cinématiques de type 3, 5 axes, mille-turn que métrologie. Et par l'usage des jumeaux numériques, on va pouvoir, avec le même moyen physique, basculer d'une configuration à une autre, voire mutualiser, puisque ça va être certainement aussi une des questions qu'on va se poser avec votre réseau de Smart, comment mutualiser peut-être des jumeaux numériques intersites. Voilà, donc on a présenté cette machine au Global Industry, on a remporté le trophée de l'innovation. Et notre ambition, c'est d'équiper un maximum de centres de formation et d'écoles de ces moyens afin d'aider les professeurs et l'industrie globalement à former plus vite et mieux des futurs pilotes de machines afin qu'ils aillent renforcer notre tissu industriel. Alors voilà une configuration un peu idéale à nos yeux. En bas à droite, vous reconnaissez classiquement, et j'ai eu le plaisir de visiter ce matin, les locaux de Smart Valenciennes, donc avec des très belles salles de cours avec des ordinateurs que vous voyez en bas à droite, avec les différents logiciels que vous utilisez. En haut, vous avez les moyens également d'usinage, en l'occurrence, que j'ai pu aussi constater ici à Smart avec une fraiseuse, un tour, une mille-turn, voilà. Et notre idée, c'est de dire, intercalons entre la salle de cours théorique et les vraies machines un lot de machines traîneurs. Dans ce cas-là, votre équipement actuel avec une fraiseuse, un tour, une mille-turn sont suffisants. C'est pas forcément les derniers cris d'aujourd'hui en termes de machines. C'est pas, il n'y a pas tous les accessoires possibles et inimaginables, mais c'est pas grave. C'est suffisant pour qu'à la fin, l'élève finisse sa formation en travaillant réellement avec du copeau et de l'huile de coupe, etc. Par contre, les machines que vous voyez sur la gauche vont vous permettre, grâce aux jumeaux numériques, de dire cette semaine on fait un TP tournage, qui est la première machine. On va voir la machine par exemple avec la porte jaune là. Eh bien, on va importer le jumeau numérique de ce tour sur les 6 équipements de la machine trainer. Et à partir de là, l'école se retrouve avec 7 équipements, un réel et 6 virtuels. Donc, vous pouvez mettre 12 élèves sur la gauche sans aucun risque, et le prof va pouvoir se consacrer avec l'élève ou le binôme d'élèves sur la vraie machine qui est sur la droite. Voilà le principe. Donc, voilà un équipement, enfin une installation réelle. Et alors, pour ce qui est de la machine, pour rendre l'expérience la plus proche possible d'une vraie machine numérique, vous allez retrouver tous les accessoires d'une vraie machine. Donc, vous avez un écran 19 pouces, vous avez des pupitres. Donc là, il y a Heidenheim et Siemens. On peut avoir également Fanuc, sont les 3 contrôleurs que l'on couvre. Un bras rotatif pour intervertir les pupitres selon si vous travaillez sur le Siemens ou Heidenheim. Vous avez également une virine tricolore qui va, comme sur une vraie machine, retranscrire ce qui se passe en usinage avec les jeux de couleurs. Vous avez la manette multidirectionnelle de commande numérique d'usinage et également l'équivalent pour la partie de machine métrologie. Vous avez un écran 43 pouces et comme sur le simulateur de vol, eh bien, ça fonctionne comme une vraie machine, si ce n'est que vous n'avez aucune mécanique ni aucune cinématique, puisqu'on va utiliser le logiciel de simulation NC Simul embarqué pour que NC Simul affiche ce que le contrôleur va lui indiquer comme type de calcul. C'est une machine qui fait à peu près 400 kg. Elle est donc mobile sur roulette. On l'a redesignée pour qu'elle puisse, à 1,95 m, pour pouvoir passer dans les salles, dans les portes de salles de cours. Au départ, on avait raisonné que atelier, mais on s'est rendu compte que c'était un oubli et qu'il fallait que ces machines puissent également aller dans des salles de cours pour être plus facilement utilisables. Et comme vous l'avez compris, bien effectivement, à l'intérieur de cette caisse qui fait 2 mètres sur 2 mètres à peu près d'envergure, vous avez un ordinateur, un clavier souris. Voilà pour ce qui est l'environnement.
Alors, les avantages de ce couteau suisse, c'est comme ça que on le présente, c'est l'usage de plusieurs jumeaux numériques, donc un seul moyen physique, plusieurs capacités de couvrir différents types de cinématiques et de contrôleurs, des fonctions de continuité numérique, donc on embarque des solutions de DNC et de monitoring pour également illustrer auprès de l'élève qu'est-ce que c'est qu'un taux d'usage machine, puisque elle fonctionne comme une vraie machine, donc on est capable de mesurer sa performance, les raisons pour lesquelles la machine est arrêtée, etc. C'est un apprentissage en autonomie, en sécurité et éco-responsable. Je vais y revenir après. Voilà. C'est un investissement modéré puisqu'effectivement, cette machine-là, avec un contrôleur, c'est de l'ordre de 39 000 euros. La machine avec un contrôleur. Vous pouvez rajouter un ou deux contrôleurs. Pour chaque nouveau contrôleur, c'est 7 000 euros. Voilà. Et en termes de consommation, vous avez besoin d'une prise électrique pour faire tourner les ordinateurs et les écrans. Et c'est 97% de consommation en moins par rapport à une vraie machine. On a, par rapport à la simulation qui est embarquée, on a rajouté des fonctions où on peut rajouter le son, on peut rajouter du son, parce que pédagogiquement, un élève peut être intéressé à entendre différents sons qui, comme vous le savez, sur une machine, peut être déterminant pour savoir si une machine a un problème, un outil est en train de vibrer ou elle va bientôt casser, etc. On a rajouté également des fonctions de simulation des copeaux, là aussi pour que ça soit le plus réaliste possible, du lubrifiant. Et enfin, pédagogiquement, on permet l'enregistrement de la session, c'est-à-dire qu'un professeur peut laisser ses élèves en autonomie faire les TP, se focaliser, comme je disais tout à l'heure, avec l'élève qui va être sur la vraie machine, mais il va pouvoir revenir sur la session des jeunes qui sont sur la machine trainer pour regarder, lister rapidement qu'est-ce qui a été bien assimilé, qu'est-ce qui ne l'a pas été, afin de revenir sur les points à approfondir. Bien sûr, c'est un outil pour les futurs pilotes, mais également, on s'est rendu compte que c'était aussi un outil qui pouvait permettre de sensibiliser même des designers. Des écoles nous ont dit, tiens, avoir une machine comme ça lors des sessions de design, ça peut montrer aux futurs designers c'est quoi la fabricabilité d'une pièce, parce que la machine est mobile et on peut la mettre dans la salle de cours pour la session. On n'a pas besoin d'une vraie machine. Enfin, c'est un moyen industriel, là aussi, c'est une idée qui est arrivée en échangeant avec nos clients, c'est un moyen industriel de certification et d'outils collaboratifs. Quand un industriel embauche un jeune ou un moins jeune afin qu'il aille travailler sur les vraies machines, eh bien, il a une difficulté aujourd'hui, c'est pour certifier les connaissances de ce futur opérateur afin qu'il ne fasse pas une erreur et qu'il ne casse pas une machine. Donc, c'est un outil qui permettrait de faire passer des permis d'usiner, on va dire. Et autre point, l'outil collaboratif, comme vous le savez souvent dans l'industrie, c'est encore cloisonné entre le monde de la production et le monde de la conception ou de la fabrication, ou de la programmation plus exactement. Certains sont dans des salles avec des ordinateurs, les autres sont dans l'atelier avec des machines. Et sur des nouveaux projets ou sur de nouvelles machines, cet outil peut être utilisé pour partager, collaborer pour l'intégration de nouvelles machines ou la fabrication d'une nouvelle pièce. Et enfin, ce moyen qui est mobile et flexible et commence à être utilisé dans des salons, dans des conférences, pour donner envie aux jeunes de se rapprocher de notre monde industriel et de devenir des futurs pilotes de machines. J'aime bien utiliser le terme de pilote au lieu d'opérateur. Je pense que le pilote est un terme plus valorisant et correspond plus à ce qu'on va demander à ces jeunes sur ces machines. Voilà, ça embarque la simulation. Donc le logiciel qui est dessus, c'est un logiciel industriel qui est utilisé par bon nombre de clients industriels. Et également, cette licence, elle peut être déployée dans la salle de cours que vous avez vue au début sur des ordinateurs afin de compléter la chaîne numérique CFAO vérification d'ISO. Alors ça, c'est quelque chose qui est un peu nouveau, mais on pense que c'est important aussi de le mettre en avant. Réduction et empreinte carbone.
Pour votre information, on a été invité par Safran Aircraft Engine, donc la filiale de Safran qui fait les pièces moteurs d'avion, le mois prochain pour participer à un colloque interne Safran sur comment économiser l'énergie lorsqu'on usine des pièces. C'est-à-dire que la problématique de consommation énergétique commence à devenir prioritaire dans certaines industries, tant pour l'aspect économique de moins consommer, mais également en termes d'image, en disant voilà, on veut contribuer aussi à faire attention à notre empreinte carbone. Et pour vous donner un exemple, pour vous illustrer ça, sachez que nous, Hexagone, fournisseur de Safran, on a reçu un questionnaire de Safran qui nous a demandé où est-ce que vous en êtes dans votre démarche de réduction d'empreinte carbone, dans votre propre consommation, à vivre dans vos locaux, à concevoir vos produits, dans la manière dont vous fabriquez vos machines de métrologie, par exemple, parce que ça va être un critère de plus en plus important de nos propres clients, de demander à leurs fournisseurs, montrez-nous que vous êtes vertueux et que vous réduisez fortement votre empreinte carbone avec vos produits. Donc c'est quelque chose qui va être, et c'est tant mieux, hein, qui va pousser les industriels à montrer qu'ils sont également soucieux de la planète lorsqu'ils fabriquent leurs produits. Donc vous voyez, on a voulu symboliquement illustrer cela. Sur la gauche, la machine trainer, donc avec une consommation électrique catégorie A, alors qu'une vraie machine est plutôt à 35 kW, on est plutôt rangé, on va dire. Pas besoin d'outils coupants, pas besoin de brut, pardon, pas besoin de lubrifiant. Et à la fabrication de la machine, ben, il y a 4 tonnes d'écart entre une vraie machine et notre machine. Il y a l'usage de jumeaux numériques qui fait qu'un seul équipement va couvrir 10, 20 équipements différents. Consommation électrique, comme je l'ai dit tout à l'heure, 97% de réduction. Et rien qu'avec l'économie de cette machine en usage normal, on est capable de quasiment de la financer en 3-4 ans. Voilà, je passerai rapidement. La machine 1,95 m, voilà, de 2 mètres de large et 400 kg. Les 3 contrôleurs dont je vous ai parlé. Donc là, on embarque les logiciels officiels des fabricants de contrôleurs, Heidenheim, Siemens et Fanuc. La partie industrie 4.0, donc là, c'est une illustration. J'ai du suivi du taux d'usage de la machine que l'on peut illustrer après avoir fait un TP sur la machine trainer. Et l'autre option, c'est l'intégration des jumeaux numériques, mais là pour les MMT. Alors, excusez-moi. Toc, toc. Alors là, c'est une petite vidéo. Alors, bien sûr, il vaut mieux voir la machine en réel, hein, mais il y a une petite vidéo de 2 minutes qui vous montre comment déjà l'environnement et qu'est-ce qu'on fait sur cette machine. Donc c'est en anglais, mais voilà, c'est assez simple à comprendre. Voilà, donc je vais couper l'anglais. Donc mon collègue est en train d'expliquer la machine. Vous voyez le pupitre ici avec l'écran. Et donc le pupitre avec l'arrêt d'urgence, il va sélectionner la liste des outils, comme vous le feriez sur une vraie machine. Il va pouvoir paramétrer l'origine de la machine. Il va pouvoir paramétrer également les paramètres de compensation pour chaque outil, comme vous le feriez sur une vraie machine. Et lorsque tout ça est prêt, eh bien, il va pouvoir lancer l'usinage. Donc là, il est en train de manipuler avec le clavier ou avec le handwheel le déplacement des axes et de la broche, d'accord, comme vous le feriez sur une vraie machine, d'accord. Si vous descendiez, c'est ce qu'il est en train de dire, vous iriez jusqu'à la collision. Donc là, il arrête la manip, mais on pourrait le faire. Et à partir de là, ben, il va lancer le programme. Et vous voyez que le programme s'exécute. Donc là, en l'occurrence, NC Simul est esclave des données qui sont calculées par le contrôleur. D'accord? Donc là, vous voyez les copeaux, vous voyez le lubrifiant apparaître à l'écran. Et si je vous remettais le son, vous entendriez l'usinage. Voilà. Donc, alors, bien évidemment, il vaut mieux c'est plus intéressant de voir la machine et de manipuler sur le clavier.
Et voilà, je pensais intéressant de vous montrer cette petite vidéo afin que vous ayez un aperçu un peu plus précis. La première école qui s'est équipée, c'est la JDMA à Nantes. Et effectivement, aujourd'hui, nous avons 14 sites équipés en France, donc en 17 mois, 3 en région parisienne et puis dans différentes régions de France. Alors, à travers, comme je vous l'ai dit, des clients finaux, ce sont Airbus, vous voyez en bleu, Dassault Aviation ou Safran Aircraft Engine, en violet, des centres de formation privés, hein, donc les UMM ou des sociétés comme CPI ou MW Programmation en Suisse. Et on commence à avoir des centres de formation comme l'Université Gustave Eiffel ou l'UIT d'Evry qui ont commencé à s'équiper. On a lancé, après la France, la commercialisation de ce produit dans le monde. Voilà, voilà, et les pays qui ont commencé à investir également. Mais je m'arrêterai là puisque l'on s'éloigne de notre sujet. Voilà, j'en ai terminé. Je ne sais pas si... Merci, Oui, merci Gilles. On va passer la parole à Mathieu. très bien, merci. Merci. Merci Gilles. Je pense que Gilles, il faut que tu arrêtes ton partage d'écran pour que je puisse partager le mien. Merci. Hop, devrait être bon. C'est bon, on voit ton partage, c'est bon. Merci, bonjour à tous. Alors, suite à la présentation de Gilles et avant un temps d'échange, je voulais faire un retour qu'on a eu, nous, à Grenoble, au niveau du département GMP de l'IUT1 de Grenoble, au sein duquel j'enseigne. Le contexte, c'est qu'on Hexagone nous a prêté le machine trainer. Alors j'ai abrégé moi dans ma présentation HXGN machine trainer par HMT tout au long de la présentation pour Hexagone machine trainer, et on l'a testé dans le cadre d'un stage d'un étudiant de but 2 de la promotion de l'année dernière, 2022-2023, donc un stage de 10 semaines qui avait un sujet un peu large intitulé Renforcement de l'offre jumeau-numérique pour l'apprentissage au sein de l'Université Grenoble-Alpes, et qui était focalisé quand même sur la prise en main de l'Hexagone Machine Trainer et de voir ce qu'on pouvait en faire. Juste, je précise d'un point de vue administratif, l'organisme d'accueil était Smart Grenoble-Alpes. On avait le pôle Smart qui était bien impliqué. Le lieu d'exercice était une des plateformes du centre de ressources techniques Smart Grenoble-Alpes qui est situé au sein du département GMP de l'IUT1, donc avec les machines de l'IUT. Les objectifs étaient de prendre en main le machine trainer, de mettre en œuvre des séquences de production à la fois sur le machine trainer et puis sur les machines réelles, et d'analyser la fidélité du comportement du simulateur par rapport à la machine réelle, d'échanger avec Hexagone et de voir comment améliorer les éventuels points. En parallèle, il y avait une volonté de la part d'Hexagone qu'on développe des scénarios d'apprentissage et d'évaluation, alors basés sur l'utilisation du simulateur, du machine trainer, et à développer donc en lien avec l'équipe pédagogique de l'IUT de Grenoble, du département GMP de l'IUT1 de Grenoble. On avait plusieurs machines candidates potentielles. Je passe rapidement, simplement sur cette slide pour vous dire que nous n'étions pas intéressés par la partie métrologie. Hein. Donc, on avait 2 centres d'usinage 5 axes avec tous les 2 des contrôleurs CI Heidenhain, et puis 2 tours 3 axes DMG qui, eux, étaient équipés de contrôleurs CN Siemens. Et j'ai choisi au début de commencer par le centre Hermley C800U, qui est un centre d'usinage 5 axes continu, avec une commande numérique Heidenhain TNC 640, parce que il fallait bien commencer par une machine, que c'est une machine que j'aime bien, et elle avait quelque part elle avait un aspect intéressant, elle n'est pas utilisée en but 1. Donc l'étudiant de but 2 qui démarrait le stage ne connaissait ni la machine, ni le simulateur. Et ça m'a intéressé parce que si je reviens sur les objectifs tels qu'on les avait pensés et que je vous ai présentés, il a fallu rajouter une ligne qui était la prise en main de la machine retenue. Et cette prise en main m'a permis ensuite dans la démarche de voir un petit peu comment l'étudiant appréhendait la prise en main de la machine réelle et la prise en main du simulateur. Parce que
Pour prendre en main nos machines réelles à l'IUT, au département GNP à Grenoble, on a depuis 2022 et le projet Eutelios, qui a été porté par Smart, élaboré des séquences élémentaires de mise en œuvre de machines sous la forme de vidéos disponibles par exemple sur des tablettes ou sur notre réseau. Donc voilà à quoi ressemble par exemple la liste des 16 vidéos consacrées à la prise en main du centre d'usinage Hermelé. On voit des séquences élémentaires. Alors, plutôt que de la taille, j'aurais dû faire apparaître la durée des vidéos. C'est des vidéos qui font à chaque fois moins de 2 minutes. Hein, et on voit introduction à la machine, allumage de la machine, présentation du clavier de commande, comment rentrer les jauges outils, appeler un outil, etc. Enfin, un ensemble de 16 séquences élémentaires qui, pour moi, enfin pour l'équipe pédagogique, sont indispensables à l'obtention en fait d'un permis de conduire la machine ou d'un permis de voler, comme disait Gilles tout à l'heure. Voilà. Donc, à l'aide de ces vidéos, j'ai d'abord demandé à l'étudiant en autonomie de prendre en main la machine réelle. Alors, dans la vraie vie, les vidéos sont utilisées en TP, mais il y a toujours un enseignant à côté. Là, j'étais pas très loin, mais l'étudiant en stage était autonome et il avait beaucoup plus de temps qu'un TP. Il y avait tout le temps qu'il voulait, il avait les vidéos. Il a pris en main la machine réelle et en ma présence, j'ai validé qu'il avait bien pris en main la machine en validant les différentes étapes, c'est-à-dire qu'en le regardant faire et en lui demandant d'usiner une pièce. Ça s'est bien passé. Pour prendre en main le machine trainer, il y avait un préalable qui s'est déroulé pendant que l'étudiant prenait en main la machine réelle. Il y a un préalable pour la prise en main du simulateur, c'était intégrer notre machine réelle dans le simulateur. On avait des modèles géométriques de machines déjà disponibles puisqu'on travaille avec le logiciel Esprit qui fait partie d'Hexagone aussi maintenant. Par contre, on travaillait pas avec NC Simul, mais on travaillait avec Esprit, donc on avait des modèles géométriques de machines. Il a fallu faire des extractions d'archives de la commande numérique Heidenhain et en échangeant avec les bons interlocuteurs chez Hexagone et chez l'intégrateur de la commande numérique, on a pu intégrer la machine dans le Hermelé dans le machine trainer. Voilà. À disposition, on avait une documentation de mise en route du machine trainer fournie par Hexagone, donc quelque chose qui permet rapidement de savoir comment on clique, comment on démarre les bonnes licences, parce qu'il faut lancer du NC Simul, il faut lancer les bonnes licences de machine, il faut lancer les licences de simulation de la commande numérique, etc. Donc ça, c'était très bien. Et voilà quoi. Et ensuite, j'ai demandé à l'étudiant de reprendre les vidéos qu'on avait fait pour la machine réelle, parce que je voyais pas en fait pourquoi refaire des vidéos pour prendre en route, pour mettre en route pardon un simulateur qui était censé représenter la machine réelle. J'ai dit à l'étudiant, tu prends les vidéos qui t'ont servi à prendre en main la machine réelle, le Hermelé. Tu fais la même chose sur le simulateur et tu regardes, tu analyses les différences de comportement entre le machine trainer et la machine réelle que tu as prise en main il y a 10 jours. Voilà. Et donc, c'est ce qu'a fait l'étudiant. Il a fait un fichier, vous ne voyez pas là, mais je fais un petit zoom après, avec à chaque fois la vidéo. Donc, on retrouve le début, là, une capture d'écran de mes 16 vidéos que j'avais au préalable communiquées à Hexagone. Hein. Moi, j'ai donné l'accès à ces vidéos à Hexagone. Et à chaque fois, l'étudiant, en fonction du nom de la séance et du timecode, et alors il y a écrit problème dans son tableau, mais c'était non-conformité entre comportement virtuel sur le machine trainer et comportement réel sur la machine. Quoi, voilà. Étape 1, allumage. À 1 minute 1, je dis dans mes vidéos, attendre que le bouton CE clignote pour ensuite valider l'initialisation de l'automate. Sur le simulateur, ça clignotait pas. Voilà, etc. Donc, l'étudiant a tout noté. Et il l'a fait soit en lien avec les séquences vidéo, soit avec des captures d'écran. Je sais que vous ne lisez pas le texte, mais soit avec des captures d'écran. Et ensuite, on a partagé ce fichier avec Hexagone. Donc, on a fourni à Hexagone les séquences vidéo, le fichier Excel que je viens de vous montrer. En plus, pour chaque différence de comportement virtuel réel, on a mis une pondération en lien avec des attentes vis-à-vis de la formation. J'ai mis une pondération donc de 1, c'était pas très important. Le bouton CE qui clignote ou pas, c'est pas très important, mais c'est une différence de comportement. Ou de 3 à extrêmement important. Ensuite, il y a une étape d'analyse avec Hexagone, d'analyse d'échange. On a fait ça un peu aussi sous forme d'une matrice de criticité, c'est-à-dire que des choses peu importantes et très faciles à corriger
n'étaient pas appréhendées de la manière que des choses extrêmement importantes et compliquées à corriger. On imagine une espèce de matrice. Et puis, Hexagon, en parallèle, a fait une mise à jour de la machine pour le machine trainer. Alors, donc ça s'est pas fait. Il y a un petit temps de déroulement, j'y reviendrai un peu plus tard. Donc pendant ce temps-là, pendant que le Hexagon mettait à jour la machine suite à nos échanges, si je reviens un peu aux objectifs, il y avait la volonté de développer des scénarios d'apprentissage et d'évaluation, donc basés sur le machine trainer. Donc j'ai pas voulu refaire des vidéos de manipulation du machine trainer, déjà parce que les vidéos de machine avaient été faites par un vidéaste professionnel dans le cadre d'un projet Eutelios, que c'est demandé un travail conséquent. Donc, l'étudiant a en fait fourni un guide d'utilisation qui serait un guide sous format papier ou PDF, mais pas une vidéo, quoi, avec un exercice associé, l'usinage d'un porte-clés, où moi je fournis le guide d'utilisation, l'ensemble des ressources nécessaires à la réalisation de l'exercice, donc le modèle de la pièce à usiner, le brut qu'on va utiliser, le programme d'usinage que je génère avec Esprit, la liste des outils utilisés et les éléments de mise et de maintien en position. Évidemment, pour une prise en main d'un centre d'usinage Hermley C800U équipé d'une TNC 640 avec le machine trainer. Si je ne fais pas le même guide d'utilisation on n'a pas fait de manière générique. On l'a fait prise en main du Hermley avec le machine trainer. Voilà. Donc, ça ressemble à ça. Hein, voilà un exemple des pages 32, 33, 34 et 35 du guide de l'étudiant. Il y a des captures d'écran, il y a tout ce qu'il faut faire. Il y a l'exercice associé, vous voyez, l'usinage d'un petit porte-clés sur en bas à droite, là, le porte-clés violet et rose. Voilà. Et pour l'évaluation, on a fourni aussi une espèce de grille du permis de conduire ou de permis de voler, pour reprendre l'expression de Gilles, le centre d'usinage, avec une liste d'opérations indispensables qu'on avait déjà mis en place avec l'équipe pédagogique à l'IUT de Grenoble, qui sont à peu près le nom des vidéos que vous avez vues tout à l'heure, mais que j'ai adapté qu'on a adapté au simulateur parce que certaines opérations sont pas forcément réalisables. Je veux dire, mettre le brut dans les taux quand on est en face du simulateur, c'est pas tout à fait la même opération quand on est en face de la machine réelle. Ça passe par NC Simul, on l'a expliqué dans le guide d'utilisation et dans le scénario d'évaluation, il y a une case à cocher. L'étudiant est capable d'insérer un brut dans la machine. Voilà. Et puis, on a fourni un exercice d'évaluation qui est plus l'usinage d'un porte-clés, mais qui est l'usinage du logo Hexagone avec l'ensemble des ressources, la pièce à usiner, les pièces brutes, le programme, la liste outils, les taux, les éléments de mise en position, etc., etc. Voilà. En conclusion très très rapide d'un point de vue utilisateur, je pense que c'est un outil, le Machine Trainer est un outil intéressant pour la formation. Je pense qu'il ne faut pas négliger le temps nécessaire à l'intégration des machines, et ce, malgré une très très bonne collaboration, que ce soit avec Hexagon, que ce soit avec l'intégrateur de la commande numérique, donc l'intégrateur d'Eidenhain. J'ai mis la machine entre parenthèses parce qu'on avait déjà les modèles numériques, mais s'il y a besoin, il faut aussi interagir avec le fabricant de la machine. Mais malgré ça, voilà, sur les 4 machines candidates potentielles que j'avais brièvement mentionnées au début, on n'en a fait qu'une. Et en conclusion, il reste quelques verrous technologiques à lever, c'est-à-dire des éléments que j'avais pondérés avec la note 3 dans le tableau. Et ça, je pense qu'on va en discuter maintenant, puisque place aux échanges. Merci Mathieu. Bah oui, comme tu le dis, place aux échanges. Donc il y a quelques questions qui ont été posées dans le chat. Et j'en ai fait l'écho sur le tableau blanc partagé Miro pour ceux qui s'y sont connectés. Je ne sais pas si les gens préfèrent échanger en direct. Je garderai les questions peut-être pour après, si les gens n'ont pas eu l'occasion de les poser. Allez-y, n'hésitez pas à prendre la parole. Alors, bonjour, Éric Perel, je suis enseignant-chercheur à Annecy, Université Savoie-Mont-Blanc, et je suis responsable de la spécialité, on forme des ingénieurs mécaniques, mécatroniques, en particulier matériaux composites aussi, génie industriel. Enfin, voilà. J'ai posé une question dans le chat parce que c'est un sujet sur lequel j'ai pas mal travaillé ces dernières années, et c'était de savoir si
finalement, on pouvait simuler. Je ne connais pas NC Simul, hein, je ne suis pas fabricant, je ne fais pas de la fabrication, je fais de la conception. Et je voulais savoir, par contre, si effectivement, on était capable de simuler l'usure des outils et donc la dérive des cotes. Alors, concernant NC Simul, c'est une question plus pour NC Simul, est-ce qu'on est capable de simuler l'usure? Alors, il y a des travaux, effectivement, il y a des travaux qui sont faits par exemple avec Airbus ou avec Safran Aircraft Engine en particulier. Alors, pour répondre précisément, on ne simule pas l'usure en temps réel. Ce qu'on va faire, c'est que, par exemple, sur Airbus, ils partent d'un outil neuf. On va simuler l'usure de l'outil, mais à une étape donnée, finale, quasiment. Et on va regarder si cette usure-là poserait problème dans l'usinage. Donc pour l'instant, c'est pas de la simulation en continu, c'est plutôt la simulation par étape, en constatant est-ce que l'usure de l'outil va poser un problème sur la pièce finale après usinage. Néanmoins, donc on n'a pas de solution à l'instant T. Ce sur quoi nous travaillons également, c'est avec le module d'optimisation de NC Simul, ça s'appelle OptiTool, où on est capable d'illustrer, d'afficher toutes les zones d'un outil qui vont être sollicitées. Et par exemple, pour revenir à Safran Aircraft Engine, qui utilise beaucoup de plaquettes, comme vous pouvez l'imaginer quand on est dans du titane en particulier, ou des matériaux encore plus durs, où certaines plaquettes doivent être changées toutes les 6 minutes. Et donc, avec la simulation, on va identifier les zones de la plaquette qui vont être particulièrement sollicitées, et afin que Safran puisse, dans leur programmation, rajouter des mouvements d'outils afin de solliciter l'outil d'une manière plus homogène. Voilà. Mais on n'a pas de simulateur temps réel sur l'usure d'outils. D'accord. Voilà les pistes sur lesquelles nous travaillons actuellement avec les industriels. Ok, merci. Merci. Autre question? Question ou remarque? Oui, bonjour, je suis Guillaume Cohen, je suis enseignant-chercheur à Toulouse, à l'IUT en génie mécanique aussi, en production. Et on avait eu une démo virtuelle de l'outil virtuel, juste une présentation il y a une bonne année de ça par vos collègues qui étaient venus. Je ne sais même plus si c'était pas vous qui étiez venus, je ne me rappelle plus. Oui. Et donc, on avait été intéressé pour regarder ce que vous faisiez. Et moi, ce qui m'intéressait, en fait, c'est par rapport au retour de mon collègue, justement, à Grenoble. Est-ce que... alors, on n'est pas parti sur cette solution pour le moment, pour diverses raisons. Et est-ce que vous l'avez mis à Grenoble en production avec les étudiants? Une des raisons pour lesquelles on l'a pas, pour l'instant, choisi chez nous sur Toulouse, hein, c'est une question de coût qui est non négligeable, sachant qu'on est déjà équipé de licences NC Simul, qu'on utilise grandement sur tout ce qui est usinage multi-axe. Alors, pas forcément avec les étudiants de l'IUT sur les premières années, mais sur les dernières années, oui, on va l'utiliser. Et on l'utilise aussi beaucoup avec nos étudiants de l'INSA et de l'université sur les masters, sur lesquels on va beaucoup plus loin au niveau usinage, en fait. Donc voilà, les retours qu'on avait eus, voilà, et j'aimerais bien connaître le retour en fait d'utilisation du collègue de Grenoble de cet outil avec ses étudiants en enseignement. Le seul étudiant qui a touché le simulateur à Grenoble, c'est l'étudiant en stage. Voilà. D'accord. Pour l'instant, il n'y a pas eu encore d'utilisation de cette machine pour des étudiants à l'IUT ou ailleurs. D'accord. Voilà. Donc, effectivement, je vous ai cité l'IUT de Livry et l'université en région parisienne. C'était des commandes qu'on a eues le mois dernier. Donc, pour l'instant, il n'y a pas encore, si vous voulez, la mise en pratique de notre machine dans des sessions de formation. Okay. Alors, pour répondre quand même, enfin, pour compléter ce qu'a dit Mathieu tout à l'heure, effectivement, on a travaillé ensemble parce qu'effectivement, ça a été leur proposition et c'était pertinent de dire, bah, nous, on a des choses qui existent. Est-ce qu'on pourrait faire un équivalent? Et ça nous a d'ailleurs aidé parce que, comme je vous l'ai dit, on utilise des émulateurs en l'occurrence, d'Iden9. Et grâce à ce travail, on a pu constater des écarts entre voilà ce que l'émulateur devait faire ou des bugs même dans l'émulateur de Heidenheim.
Donc, ce travail nous a permis vraiment même de remonter des informations à Heidenheim pour les mettre au point par rapport à un vrai contrôleur, mais aussi de mettre en évidence que ça serait utile de mettre à disposition des supports à nos clients, des supports. Alors génériques, là, vous avez vu que Mathieu s'est focalisé sur une machine avec un contrôleur et une machine en particulier. On est en train de travailler, nous, sur des supports assez génériques pour que ça puisse être utilisé sur le contrôleur Heidenheim ou sur un contrôleur Siemens, mais un peu indépendamment des spécificités d'une machine, mais basé sur essentiellement la cinématique. D'accord? Afin que ces supports-là puissent être plus génériques et utilisés, recopiés par les futurs utilisateurs, futures écoles. Et donc, on souhaite mutualiser ces données pour aider tous les futurs utilisateurs à s'inspirer, voire à copier ou à utiliser en l'état le support. Parce que c'est très intéressant ce que vous dites là, parce que il y a une bonne quinzaine d'années, voire une vingtaine d'années, sur le réseau Smart, au début où j'ai commencé à utiliser NC Simul, on avait eu une action, c'était l'AIP encore à l'époque, sur lequel on avait cherché à mutualiser justement nos différents machines virtuelles qu'on avait développées sur NC Simul. On avait mis en commun à un moment donné ces éléments-là, mais c'était balbutiant, hein, c'était des vieilles versions d'NC Simul sur lesquelles on avait travaillé. Et depuis, alors chacun a avancé de son côté, nous on a des versions d'une autre, mais ça s'est jamais reproduit. Donc effectivement, avoir un outil de ce type, c'est intéressant. De mutualiser. Alors là également, pour aller dans ce sens-là, mais on l'avait fait entre centres de formation, on l'avait pas fait remonter à l'éditeur d'NC Simul ou autre chose. C'était gardé entre nous. D'accord. Alors ce qu'on va proposer là, le mois prochain, on va avoir sur la plateforme Hexagon, qui s'appelle Nexus, on a la capacité de faire des communautés. D'accord. Donc on a créé une communauté d'utilisateurs de la machine trainer. On peut avoir des sous-communautés. Et pas plus tard qu'hier, j'ai échangé avec le réseau UMM, que vous connaissez certainement, qui est un réseau de 28 pôles UMM en France, pour un peu comme pour vous Smart, en disant si on fait des choses, est-ce qu'on peut pas les mettre en commun pour mutualiser les coûts, mutualiser le temps qu'on y consacre et aller plus vite tous ensemble, quoi. Donc on a déjà cette structure-là qui est prête pour avoir un réseau multi-utilisateurs dans notre machine, voire des sous-réseaux Smart, par exemple, ça pourrait être le cas, ou l'UMM, c'est ce sur quoi on est en train de travailler. Et ainsi partager les jumeaux numériques, parce que, comme l'a dit Mathieu, si vous voulez votre machine à vous, ça nécessite quand même gérer une mise au point. Il est pertinent à ce moment-là que lorsque l'effort a été fait sur une machine et que vous avez une machine similaire dans un autre site de Smart, vous n'avez pas à refaire le travail, mais simplement l'utiliser. Idem pour les supports de cours. D'avoir une trame commune. Après, chacun peut l'adapter, bien évidemment, mais on veut absolument faciliter. Si vous voulez, notre enjeu, c'est pour tout ce qui est outils innovants comme cela, notre intérêt, très clairement, c'est d'aider nos clients à aller beaucoup plus vite, à partager des idées, voire à nous en donner d'autres, pour encore améliorer le produit et le rendre le plus efficace possible dans le cadre de vos formations ou de vos recherches. Eh bien, merci. Bonjour, Ahmad Al-Khatib, ancien chercheur à l'ECAMREN. En fait, j'ai une question par rapport en fait la possibilité de connecter ce simulateur avec des systèmes de supervision usine 4.0 et aussi possibilité de connecter ce simulateur avec des automates parce qu'on a des problématiques et de projets en fait pour la conception des lignes de production usine 4.0, quoi. Donc c'est tout à fait possible, puisque en fait, comme vous l'avez compris, la machine elle est basée d'abord sur un contrôleur, qui va émettre des informations, des calculs, des données, comme une vraie machine. Et donc on l'illustre déjà avec un outil de monitoring qu'on installe sur la machine, qui va montrer à l'élève les taux d'usage et autres. Mais on est avec des protocoles OPC-UA. Comme une vraie machine, donc vous pouvez tout à fait intégrer la machine trainer dans votre système plus complet et considérer cette machine comme une machine de production et qui va vous émettre, qui va vous envoyer aussi des données comme une vraie machine d'usinage.
J'ai Merci. répondu à votre question? Oui. Oui, tout à fait. Mais juste, je me posais la question aussi si c'est possible de commander la machine à travers des automates et en fait partir sur des cycles de production en lien avec d'autres machines. Alors oui, certainement. Là, il faudrait qu'on regarde ensemble comment vous voudriez faire, mais là encore, bon, la machine, c'est un contrôleur, c'est un ordinateur, donc je suis assez confiant sur la capacité à ce que vous nous envoyiez. J'ai une demande de production, par exemple, et qu'on puisse l'intégrer dans la machine et la faire fonctionner. Il faudrait qu'on regarde plus dans le détail ce que vous avez en tête et par quel biais vous voulez communiquer et donner des ordres de commande, mais je dirais que ça me semble tout à fait faisable. Merci. Je vous en prie. Ahmad, si je peux me permettre, pourriez-vous me communiquer votre adresse mail, comme ça on pourra reprendre contact avec vous. Oui, je vais je vais le rajouter. Effectivement, merci. Voilà, ok. Merci. Autre question? Pour compléter la réponse à Ahmad, comme on joue avec les jumeaux numériques, on pourrait tout à fait même imaginer que vous donniez un ordre, par exemple, à la machine d'usinage, récupérer les données correspondantes, et puis après donner un autre ordre à la machine de contrôle tridimensionnel, qui elle également va être aussi connectée avec le contrôleur numérique, et que vous pourrez voir comme une deuxième machine, même si physiquement il n'y a qu'une machine physique. Enfin, il y a une machine, il y a qu'une. Découpé, là. On a perdu la connexion. Bon, il est pas loin, Gilles, hein. On va aller voir. Annick, tu peux aller voir ce qui se passe. J'avais aussi une petite question éventuelle. C'était le coût de cet équipement. Guillaume disait tout à l'heure que c'était cher. Exactement, on est sur quel ordre de montant? On va attendre que Gilles se reconnecte. Sinon, je pense il viendra ici à ma place dans le bureau. Ouais, on n'arrive pas à le reconnecter, mais il peut peut-être. Ça a coupé, ouais. Je vais lui passer ma machine. Ouais, merci Daniel. Ah ben voilà. Bah, vous, peut-être. Oh, excusez-moi. C'est bon. On te voit, Gilles. Tu t'appelles Daniel maintenant, mais on te voit. Je suis désolé, mais l'ordinateur a été déconnecté, je ne sais pas pourquoi. Donc, j'étais en train de parler d'Airbus Saint-Éloi pour le monsieur de Toulouse. Donc, sachez que le Airbus Saint-Éloi est équipé de la machine et c'est avec eux aussi que l'on travaille sur les supports de cours pour les élèves du lycée d'Airbus et du site d'Airbus. Et également, on est en contact avec du site Oriol de l'université. J'oublie toujours l'acronyme de l'université à Toulouse, à laquelle vous faites peut-être partie d'ailleurs. La MFJA. Voilà, exactement. Donc, je suis en contact avec Emmanuel sur le sujet pour possiblement vous mettre une machine à disposition pour test. Et deuxième remarque, c'est sur la partie prix. Oui. Effectivement, on nous dit, et je sais que certaines fois, vous débrouillez, c'est très bien, hein, certaines écoles y arrivent ou des centres y arrivent, soit en achetant des machines d'occasion, donc pas très chères, soit en négociant des quantités, à atteindre des prix qui sont intéressants. J'alerte sur le fait de l'exploitation, ensuite des coûts d'exploitation de ces machines. Là encore, il faut des machines réelles, ça c'est sûr, et il faut donc les assumer en termes de coûts d'exploitation. Par contre, quand vous avez 10 machines en exploitation, en termes de coûts annuels, ça peut être problématique pour un certain nombre de centres. Donc même si le coût d'investissement avec des machines d'occasion ou en négociant des gros deals avec des fabricants peut se rapprocher peut-être de notre machine, certes, mais après, il ne faut pas oublier le coût d'exploitation. Et pour revenir au volume, actuellement, on est en train de négocier avec les UMM, donc je vous ai parlé de 28 centres, qui sont intéressés par nos machines et qui nous demandent s'il est possible de faire une notion de commande groupée.
individualisé par site, mais globalisé d'un point de vue remise. Donc, sachez que si Smart était intéressé, on pourrait également vous proposer un tel raisonnement en disant sur une plage de données, une période donnée, faire une notion de comptabilisation cumulative, quel que soit le site, le Smart, pour bénéficier de remises quantitatives. Et Gilles, on est sur quel ordre, quelle fourchette de prix pour dans ce cadre-là, dans le cadre où on fait une commande groupée. C'est à peu près, hein, enfin, c'est pas précis, bien sûr. Ouais, alors, comme vous savez, bah, il y a du hardware. Donc, sur le hardware, on a beaucoup moins de possibilités que sur le software. Et après, ça va dépendre des quantités dont on parle, hein. Là, par exemple, on est en train de parler d'une vingtaine de machines possibles. Et on est en train de parler de l'ordre de 20 à 25% de remise globale, hardware et software. De remise sur un coût initial de combien? Effectivement, on est à peu près à 39 000 € la machine, avec un contrôleur. D'accord. Alors, l'autre point aussi, et justement, on en a parlé à midi, on a des clients qui ont bénéficié du financement OPCO. Donc, il prend à 50% l'investissement de la machine. Tout à fait, avec l'apprentissage. Ouais. Alors, j'ai pris aussi des contacts avec un représentant délégué des régions pour essayer aussi de trouver des pistes de financement, hein, puisque je dirais que si on vous trouve des moyens d'acheter ces machines moins chères, on serait les premiers heureux. Donc, on a les pistes régionales, mais aussi on a les pistes de France 2030, où je suis en train de voir s'il n'y a pas possibilité que cette machine fasse partie de soutien financier pour la réindustrialisation française. Et là, c'est très récent, c'est suite à ma rencontre au JPAS il y a 15 jours. Donc, si j'ai des éléments qui vont dans ce sens-là, je vous en prépare au plus vite. Merci. Y a-t-il des questions encore? On a encore le temps. Merci beaucoup. Moi, je dois vous quitter. Merci pour la présentation. Merci. Moi aussi, je dois vous quitter. Je dois retourner devant mes NC Simul, mais vrai. Ah, en vrai. Merci à vous. Sur NC Simul, si vous avez des besoins, indépendamment de la machine trainer, n'hésitez pas à revenir vers moi. Maintenant, on a une personne qui est en charge du domaine de l'éducation, qui est dédiée au domaine de l'éducation, et peut-être qu'il ne vous a pas encore contacté, etc. Donc, si vous avez des besoins, n'hésitez pas, je relayerai à la bonne personne chez nous. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Je ne sais pas, Jean-Dominique, est-ce qu'on m'entend ou pas? Oui, on t'entend, Cosmin. Je n'ai pas de caméra maintenant, mais en fait, je voulais juste remercier les différents collègues qui ont présenté. Donc, ça me semble très intéressant, hein. Je suis enseignant, je suis en GMP à Lille et j'enseigne aussi la production, un peu moins sur les machines comme en numérique parce que, bref, je préfère encore le traditionnel tant qu'on peut encore garder ces machines et faire. Et puis, ces derniers temps, j'ai pris d'autres orientations en enseignement, mais en fait, ça me semble vraiment très intéressant ce que vous avez présenté comme concept. Maintenant, je vois que Mathieu de Grenoble a déjà un peu de savoir-faire. Je pense, je ne sais pas si tu te souviens, mais j'étais venu il y a quelque temps à Grenoble quand vous avez organisé les journées au pays. Et je profiterai de ma prochaine peut-être venue chez vous. Je trouverai une occasion pour discuter un peu avec vous de plus près parce que vous semblez avoir quand même un bon retour déjà par rapport à leur usage. Mais je pense que ce sont des super outils et surtout, effectivement, ça évite les grosses casses avec nos étudiants. Et c'est vrai que j'encourage Jean-Dominique, si éventuellement un jour, à travers la plateforme, il y a moyen d'en avoir. Je pense que c'est ce genre d'achat auquel on devrait tous penser aujourd'hui parce qu'effectivement, une machine comme ça, c'est un certain investissement et ça devient dur pour les différents départements, mais à travers des achats mutualisés comme ça par la plateforme, ça serait super intéressant. Et nous, on serait super preneurs pour en utiliser un peu. Donc, à voir maintenant dans les mois et années à venir, quoi. Mais et puis, s'il y a vraiment une personne, que vous avez dit qu'il y a un représentant maintenant enseignement,
Si vous voulez bien nous transmettre les coordonnées, à l'occasion, s'il repasse sur l'île, etc., il pourra peut-être venir rencontrer mes collègues au sein de mon équipe. Nous sommes 6 ou 7 enseignants de production et peut-être que ça pourrait être aussi intéressant d'organiser ça, histoire de, comment dire, leur montrer aussi, malheureusement, ils ne pouvaient pas tous se connecter aujourd'hui, mais je leur ferai suivre aussi le lien de la vidéo d'enregistrement. Et avec plaisir, on regardera ensemble une nouvelle fois cette présentation et puis peut-être que plus tard, on aura l'occasion de vraiment pouvoir s'en servir de ces équipements. Félicitations en tout cas pour ce que vous avez développé et merci pour la présentation. Merci, merci Gilles, merci Mathieu, merci aux participants. Et ben donc je vais arrêter l'enregistrement et puis on va clôturer ce webinaire. Merci à vous. Très bonne Voilà, journée. Au merci. revoir. Merci. Au revoir.